Mesdames, Messieurs, je ne vois pas beaucoup de dames d'ailleurs, c'est essentiellement des messieurs. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre invitation. Je suis sincèrement heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui pour m'exprimer sur ma vision de l'agriculture. Je veux vous parler en toute sincérité. J'en ai assez des caricatures, des postures, des baratineurs. Il est de bon ton chez certains candidats, quand ils parlent du monde agricole, de fustiger les écologistes, de faire d'eux les boucs émissaires des difficultés du monde agricole. Chez certains candidats, mais aussi, je dois le dire, chez certains agriculteurs. Mais je sais que dans l'Isoloir, beaucoup de paysans utilisent à l'occasion le bulletin de vote écologiste. La caricature, je dois aussi le dire, fonctionne malheureusement dans l'autre sens. Il peut être de bon ton dans le mouvement écologiste d'assimiler agriculteurs et pollueurs. Mais là aussi, je sais que cela est derrière nous, notamment avec l'arrivée dans notre mouvement de nombreux paysans, à l'image de mon conseiller agriculture, René Louaille, ou évidemment à l'image de José Bové. Je souhaite que nous sortons des postures. Je souhaite que nous sortons. Il n'est peut-être pas un paysan, mais au Parlement européen, qui défend les paysans? Qui veut, voilà, qui a voté contre et qui a fait voter les écologistes contre l'accord de libre-échange avec le Maroc, contrairement aux mensonges de Marine Le Pen proférés devant vous? Et ce n'est pas étonnant parce qu'elle met rarement les pieds au Parlement européen. Donc, je souhaite que nous sortions des postures, que nous quittions un court instant le cirque politico-médiatique pour analyser sereinement nos divergences et nos convergences. C'est pour cela que je suis venue ici, pour vous parler vrai, pour pointer les divergences et pour montrer nos convergences. J'ai lu attentivement vos propositions sur les 5 thématiques du jour: le défi alimentaire, le développement durable, les territoires, l'innovation et l'emploi. En abordant ces thèmes, je veux clarifier ce qui nous sépare et ce qui nous réunit. Laissez-moi commencer par le défi alimentaire. Nous sommes d'accord sur le constat. La bataille de la satisfaction quantitative a été gagnée en Europe depuis longtemps. La très grande majorité des Européens mangent à leur faim. C'est la bataille de la qualité qui s'ouvre désormais. Il faut répondre aux demandes des citoyens et des consommateurs pour de l'agriculture biologique et des circuits courts, comme vous le mentionnez. J'ajouterai aussi la réduction des pesticides. Aujourd'hui, certaines collectivités se retiennent de développer le bio dans les cantines pour ne pas cristalliser des circuits d'importation. Elles attendent avec impatience que la production bio augmente en France. Nous sommes aussi d'accord sur un aspect invraisemblable de notre politique agricole, notre déficit chronique en protéines végétales. Il est important de profiter de la réforme de la PAC pour lancer un grand plan protéines qui tournera la page des accords de Blair House. Comme vous, je dénonce les méfaits de la spécialisation mondiale. Je veux mieux encadrer les marchés agricoles pour lutter contre la volatilité des cours. Et c'est un des grands échecs depuis la crise financière de 2008, c'est que nous n'avons pas réussi à contenir la spéculation sur les matières premières et notamment matières premières agricoles. Nous partageons la même analyse sur le commerce des produits agricoles, car nous savons, vous et moi, que l'agriculture n'est pas un secteur comme un autre, qui ne peut être abandonné au marché.
parce qu'il produit le bien le plus essentiel pour l'humanité, la nourriture, parce que nous mangeons, et ce que nous mangeons est partie intégrante de notre culture, à l'image de la viticulture française et de nos fromages. Nous partageons la même analyse, et pourtant, vous n'allez pas au bout du raisonnement. Moi, je veux cheminer vers la souveraineté alimentaire de chaque grande région du monde. Je ne partage pas du tout l'idée selon laquelle c'est un devoir géopolitique pour la France de produire plus. Le sentiment que c'est notre devoir de nourrir les populations du continent africain et le Moyen-Orient. Je partage les déclarations d'une personne que vous connaissez bien, M. Luc Guyot, ancien président de la FNSEA et président aujourd'hui de la FAO. Je le cite, ouvrez les guillemets, « Non, l'Europe n'a pas vocation à nourrir le monde. » Ce n'est pas en exportant vers l'Afrique que nous réglerons vraiment les problèmes de la malnutrition. C'est en menant des politiques fortes de développement, de justice, de lutte contre la pauvreté. C'est en développant l'agriculture locale, si nécessaire en la protégeant de la compétition du marché mondial, de la concurrence de pays avec niveau de productivité et de subventions trop différents. C'est en augmentant les rendements grâce à une agriculture qui respecte les sols et les ressources en eau, agroécologie, et qui est là-bas plus performante que l'agriculture conventionnelle. Le défi alimentaire n'impose pas d'exporter plus vers l'Afrique, mais de l'accompagner par la recherche et l'innovation vers une production agricole locale et durable. Le défi alimentaire impose enfin de lutter contre un fait hallucinant. Selon la FAO, 1/3 de l'alimentation mondiale est gaspillée. Cela signifie que nous produisons déjà pour une population de près de 10 milliards d'habitants. J'en viens à vos propositions sur le développement durable. Soyez-en certains, moi non plus, je ne veux pas d'une écologie punitive. Mais les tracasseries administratives que vous dénoncez, c'est largement l'effet du pouvoir en place. Moi, comme vous, je veux que vous ayez des règles claires et qu'on arrête de les changer tous les ans. Mais moi, surtout, je ne veux plus que le paysan soit vu comme un pollueur. Je veux qu'il participe à un projet de société durable dans un nouveau pacte avec la société. Car où est la fierté quand on doit cultiver sa terre en tenue de cosmonaute pour se prémunir d'une intoxication aux pesticides? Quel dilemme quand on comprend l'impact de tous ces intrants chimiques sur nos rivières et sur nos plages. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de paysans pendant ma campagne. Vous n'avez pas à me convaincre que vous avez le souci de la nature, car c'est votre outil de travail. Mais vous connaissez comme moi l'impact du modèle agricole conventionnel. Vous vivez cela. Et moi, je me souviendrai toujours de cet agriculteur malade des pesticides que je rencontrais lors d'une visite en Alsace et qui m'expliquait que dans le métier, de plus en plus de jeunes autour de 30-35 ans avaient la maladie de Parkinson. Le développement durable implique un changement de modèle et nous avons tous à y gagner. Les consommateurs, les agriculteurs et l'environnement. De nombreuses initiatives ouvrent la voie. C'est l'effet des associations de consommateurs, trop souvent caricaturées comme des bobos. Les AMAP, qui explorent de nouvelles formes de contrats entre les paysans et les clients. C'est aussi le fait des groupements d'agriculteurs, comme ces éleveurs pionniers de l'agroécologie, qui font de l'élevage à l'herbe pour se passer de la monoculture du maïs et réduisent aussi leurs émissions de gaz à effet de serre. Malgré des aides européennes plus faibles, ils dégagent des revenus satisfaisants et sont moins fragilisés par la volatilité des marchés mondiaux, qu'il s'agisse du pétrole, des engrais ou des aliments pour bétail.
Cette évolution, c'est aussi l'effet des céréaliers qui réussissent à réduire fortement l'utilisation des pesticides en mettant en place une rotation des cultures et améliorent la qualité des sols. Ces précurseurs, peut-être vous ou votre voisin, démontrent jour après jour la pertinence économique et environnementale des solutions que les écologistes portent. Ces précurseurs doivent être accompagnés par des règles différentes, notamment européennes, qui leur permettent de s'épanouir, mais aussi par nos efforts de recherche. Je viens donc à la recherche et l'innovation, votre troisième thème. Et je crois que sur ce sujet, j'ai de grandes divergences avec votre position. Je ne crois pas que la France abuse du principe de précaution. Et je ne crois pas que ce principe soit une condamnation à l'inaction. C'est au contraire un principe d'action, chercher à comprendre, à évaluer les risques, à ne prendre que ceux qui sont raisonnables. Moi aussi, je suis une femme du progrès. Mais ce n'est pas parce que j'aime voir les panneaux solaires sur le toit de vos hangars que j'aime voir une centrale nucléaire à côté. Le progrès aussi doit être questionné et soumis au débat démocratique. Je ne fais pas une confiance aveugle à la science quand elle pense contrôler l'atome. Je ne lui fais pas une confiance aveugle quand elle manipule génétiquement des plantes. Je ne partage pas la vision techniciste qui pense qu'on pourra toujours dépasser les limites naturelles de la planète grâce à des innovations techniques. Ma vision, c'est celle des précurseurs dont je vous parlais. Or, cela implique un système de recherche très différent de celui qui domine actuellement, très loin de celui des multinationales. Cela implique un système participatif, proche du terrain et des innovations qui reposent largement sur le savoir-faire agronomique, le savoir empirique des paysans. Cela implique un système dont le maître mot n'est pas propriété intellectuelle ni brevet. Le modèle actuel n'a même pas un siècle et il a conduit à une très forte simplification des pratiques agricoles, transformant les agriculteurs en gestionnaires et leur faisant se perdre quantité de savoir-faire. En un siècle, ce modèle n'a fait qu'accroître la dépendance des agriculteurs aux firmes productrices de semences, d'agrofournitures, d'agrochimie. Ceci doit être une parenthèse de l'histoire. Les agriculteurs doivent retrouver leur autonomie. Si nos différences peuvent être fortes sur la recherche et l'innovation, nous nous retrouvons sur votre quatrième thème, celui des territoires. Comme vous, je sais que l'artificialisation de nos territoires, à commencer par les terres agricoles, est une menace bien réelle. Il n'est plus acceptable de laisser disparaître l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Je veux fixer l'objectif de 0 artificialisation nette d'ici 2025. Comme vous, je ne peux pas me résigner à la mort lente des territoires ruraux. C'est pourquoi je porte dans mon projet présidentiel l'idée du bouclier des services publics. Chaque territoire doit pouvoir avoir accès à chacun de ceux-ci dans des conditions satisfaisantes. Il peut y avoir des guichets uniques, le développement de nouvelles technologies, mais personne ne doit être privé de la possibilité de se former ou de se soigner. La mort lente du monde rural est parfois masquée parce que l'on nomme la urbanisation par l'arrivée d'urbains qui désirent un milieu de vie plus naturel. Je me réjouis de ces arrivées, mais beaucoup moins si c'est à côté des fermes vides de fermiers et de champs en monoculture. Car il faut le dire, la désertification, c'est aussi, surtout, la disparition de 200 000 emplois agricoles en 10 ans. Ce sont ces pertes d'emplois qui enclenchent le cercle vicieux. Moins de gens, moins de services, donc encore moins de gens. Pour rompre ce cercle vicieux, il faut comprendre une chose. La chute de l'emploi et du nombre de fermes est surtout la conséquence des politiques agricoles tournées vers des productions de masse à destination de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution.
C'est en changeant de logique que l'on peut répondre au dernier enjeu que vous soulevez, celui de l'emploi. Certes, il faut alléger les tracasseries administratives. Nous avons suffisamment de militants et amis paysans pour comprendre cet agacement. Certes, il faut continuer à combattre, comme je l'ai fait au Parlement européen, le dumping social et environnemental. Je vous rejoins là-dessus. Mais ce n'est pas en rentrant nous-mêmes dans cette concurrence vers le bas pour faire baisser les coûts que nous allons gagner face aux grands pays tels que l'Argentine, l'Ukraine, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, qui ont des avantages comparatifs énormes en la matière. En revanche, nous pouvons nous distinguer, montrer l'exemple en termes d'agriculture de qualité et de pratiques durables. Ce qu'il faut, c'est de favoriser l'installation et arrêter la logique incessante d'agrandissement des exploitations en réformant la gestion foncière. Ce qu'il faut, c'est soutenir les petites fermes et les circuits courts et l'installation de jeunes agriculteurs. Et ceci est un message à la direction de la SAFER. Mesdames et messieurs, j'espère que pendant ces quelques minutes que vous m'avez accordées, j'aurais pu tordre le cou à certains préjugés. Les écologistes ne sont pas les ennemis de l'agriculture. Ils portent une vision différente du modèle agricole souhaitable, une vision qui devient réalité chaque jour un peu plus grâce aux pionniers parmi vous. Merci. Merci Eva Joly d'avoir répondu donc point par point. Vous restez avec nous pour deux questions, les deux dernières de cette matinée. La première de Bruno Loilier, le président d'accompagnement stratégie. Bonjour. Voici ma question. La France compte 500 000 exploitations agricoles, 10 000 entreprises agroalimentaires, mais seulement 5 centrales de distribution. Ma question, devant un tel déséquilibre, une telle disproportion, comment considérez-vous l'organisation des producteurs agricoles? Dans l'énoncé de vos chiffres, on voit le déséquilibre et les déséquilibres des rapports de force. La productivité agricole a été le fait des agriculteurs. Mais le bénéfice de cette augmentation de productivité a essentiellement bénéficié en aval de la chaîne. Les agriculteurs n'en ont pas vraiment tiré les bénéfices et les consommateurs non plus. Ceux qui tirent leur épingle du jeu, et aujourd'hui d'une façon insupportable, ce sont les grands distributeurs. Et donc les chiffres que vous donnez montrent bien ce déséquilibre. Dans mon programme, je propose une Grenelle de la consommation où j'essayerai d'intervenir sur ce déséquilibre des forces de négociation par la transparence, en mettant sur la table les prix réellement payés, ce qui touche les agriculteurs, les éleveurs et ce qui paye les consommateurs, avec l'idée qu'à travers cette transparence et éventuellement une régulation, nous pourrions améliorer la possibilité de négociation des producteurs et rétablir plus de justice dans ce circuit. Alors une deuxième question de Patrick Laurie, le président de la Fédération des métiers de la jardinerie. Bonjour Madame Joly. Bonjour. Je représente les petites et moyennes entreprises dans le commerce de détail de produits pour le jardin, issus de producteurs horticoles, pépinières et marchands greniers. La création, la stabilité et la pérennité de celle-ci nous imposent une rigueur continue et absolue dans nos obligations de résultats économiques. Nous supportons sans cesse des changements de taux d'imposition, d'appellation, de création et de nouveaux prélèvements, et cela devient économiquement insupportable. Quand pourrons-nous gérer nos entreprises dans une stabilité de prélèvement eu égard à nos obligations à long terme? Madame, comment comptez-vous agir pour faire en sorte que les prélèvements des TPE et PME du commerce ne cessent d'augmenter plus que leur chiffre d'affaires? Et pour clôturer, pour simplement donner une petite idée amusante, pourquoi pas une taxe créée, 2 taxes d'annulées? Le système fiscal français est terriblement injuste. Vous avez raison,
Il taxe beaucoup plus les TPE et les PME qu'il ne taxe les multinationales. Dans mon programme, je propose une grande réforme fiscale avec une visée de plus grande justice. Je rends l'impôt sur les sociétés progressif, ce qui veut dire que les TPE et les PME verront leur fiscalité baisser et totale verra la sienne augmenter. J'instaure un impôt plancher pour les multinationales qui aujourd'hui, en abusant des paradis fiscaux et l'ensemble des niches fiscales que ce gouvernement a mis en place pour eux, ne payent que 6% d'impôts en moyenne, alors que vous payez, les TPE et les PME, vous payez 26% en moyenne. C'est donc une grave anomalie et la réforme fiscale que je porte y remédierait. C'est clair aussi que les réformes incessantes sont insupportables et qu'il faut là aussi un système juste, équilibré et pérenne. On ne peut pas investir, on ne peut pas fonctionner avec des règles qui changent tout le temps. Mais vous me donnez peut-être acte que les écologistes ne sont pour rien dans ces règles qui changent tout le temps. C'est important de revitaliser notre tissu industriel et le tissu de PME. Et dans mon programme présidentiel que je vous envoie à lire, il y a des mesures de soutien aux PME parce que nous savons que c'est par eux qu'on crée l'emploi dans notre pays. Merci beaucoup.